Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau numéro d'Eleven Insiders. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui avec à mes côtés Jérémy Bez. Comment tu vas? Tout va bien, on est heureux de continuer notre petite tournée après Charleroi. Et on se retrouve à Eupen, exactement. Comme vous le savez, Insiders maintenant se déplace à chaque fois dans les clubs, au plus près de l'action. Et aujourd'hui, on est donc à Eupen avec Édouard Steele. Merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir, bonjour, content de vous voir. Ben oui, nous aussi on est content d'être là. C'est l'heure du repas, donc tous les joueurs sont en train de manger là derrière et vous vous êtes dit, vous venez à notre table. Voilà. Vous sacrifiez pour nous en fait, c'est ça. C'est sympa. Je change la table de staff. Voilà. Ça fait 2 mois que vous êtes arrivé ici. Exactement. Ouais, comment s'est passée l'intégration? Ça fait 2 mois, très bien. Très bien, ça change évidemment. Mais très content d'avoir pu relever ce nouveau défi. C'était pas nécessairement une évidence de le faire, mais 2 mois plus tard, le défi est de taille, mais je suis très content de l'avoir relevé. Pas une évidence, pourquoi? Parce qu'après Charleroi, il y avait peut-être la volonté de faire un break ou vous ne pensiez pas reprendre directement un club? Mais il n'y avait pas de plan déjà, et puis non, il y a différentes possibilités, il y a un choix à faire en tout cas. Il y a différents clubs qui ont tout de suite appelé. Donc déjà de se poser la question, tiens, est-ce que ces clubs-là ou ces projets-là sont intéressants ou pas? Et puis de façon générale, oui, est-ce que j'ai l'envie de reprendre tout de suite ou alors l'envie de faire un break, de prendre du temps d'une autre façon plutôt que de reprendre tout de suite. Et quand vous dites ça change, qu'est-ce qui change? Tout, dans le sens où la culture d'un club change. Donc les repères quotidiens qu'il y avait à Charleroi sont différents ici. L'approche du travail est différente, les gens autour de l'équipe sont différents et puis le vestiaire est différent aussi parce que c'est au final notre relation, la relation principale qu'on a est d'abord avec le staff et puis avec le staff elle est avec le vestiaire. Et donc de travailler avec un nouveau staff et puis de travailler avec des nouveaux joueurs, c'est toutes des nouvelles relations à construire, donc ça fait beaucoup de nouveautés. Et on parlait d'intégration, vous avez tout ce qui va, on peut quand même montrer la tasse, Édouard. Tout de suite, la tasse de thé, voilà. C'est votre rituel, c'est mon premier pas d'intégration, il faut une tasse de peine. Avec le petit panda, le 12e homme. Et c'est toujours une bonne heure pour une tasse de thé, donc voilà. Ça c'est le petit rituel. Ouais. C'est le côté un peu british ou ça doit sûrement être une habitude prise de la maison en tout cas. C'est seulement votre 2e club en tant que T1, mais vous êtes dans le paysage footballistique belge depuis tellement d'années, c'est assez impressionnant. Et vous êtes venu avec votre frère ici, Nicolas, donc vous avez toujours besoin de vous entourer de votre famille? Besoin, non. L'envie, pour le moment, oui. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui déjà à Bruges, une première fois où il était l'analyse vidéo pour notre 2e saison là-bas avec l'Echo. Et la collaboration était super riche à ce moment-là. Et c'est génial parce que c'est un piège. Parce qu'on peut être biaisé par la relation qu'on a avec un frère qui est différente que d'avec un collègue entre guillemets normal. C'est un peu un piège, ça peut être un piège. Ça peut être un piège, c'est un risque évidemment. Et on a beaucoup appris déjà à Bruges, mais surtout dans les premiers mois à Charleroi, parce que la relation en étant coach et puis lui adjoint ou analyse vidéo, c'est une hiérarchie différente que quand moi j'étais adjoint et lui analyse vidéo à Bruges. Mais la confiance qu'on a et la vitesse de communication qu'on a aussi, ça aide clairement. Et venir ici en pleine saison, c'était non négociable en tout cas de venir avec un membre du staff. Et dans ce cas-ci, oui, on avait vraiment l'envie tous les deux de pouvoir continuer parce qu'on avait ce ressenti d'un travail qui n'était pas fini encore. Il était hors de question pour Nico de ne pas suivre Édouard? Non, pas du tout, parce qu'on a eu cette discussion aussi, parce que c'est venu aussi à un moment où Will a changé de fonction au Stade de Reims. Et on a eu la conversation à 3, d'abord Nico et moi, de se sentir un peu, on s'est dit on va se laisser un peu tranquille parce que travailler ensemble c'est intense. Et puis il a discuté avec Will, on a discuté à 3 et de se dire non, là en plein milieu de la saison aujourd'hui en tout cas, s'il y a une opportunité qui vient, on va continuer ensemble jusqu'à, on verra le prochain défi. On aurait pu peut-être imaginer, vous êtes passé d'analyse vidéo à entraîneur adjoint, on le sait, à T1 maintenant, de changer de costume et de changer par exemple ce côté T1, de ne plus l'être. Ce serait encore une possibilité, par exemple aller rejoindre, je ne sais pas moi, Will du côté de Reims ou autre? J'ai jamais eu de plan de carrière, donc répondre à cette question-là, c'est difficile. C'est l'instinct, c'est de vivre le moment présent en tout cas, le plus possible. Là, mon envie était claire parce que j'ai eu une opportunité super intéressante d'une autre fonction complètement différente d'entraîneur principal. Et juste, je sens cette envie brûlante là et je suis pris par ça. Et donc non, l'envie, actuellement en tout cas, elle est claire.
On peut l'imaginer. On a vu dans vos déclarations avant d'arriver ici que vous aviez hâte de créer un collectif soudé. Où vous en êtes aujourd'hui avec Eupen? Plus loin qu'il y a 2 mois, ça c'est sûr. Non, on est toujours clairement un travail en cours. Cette idée que ça évolue, ça bouge tous les jours. Et ça bouge aussi de match en match parce que la vérité, après chaque match est toujours différente en fonction de comment le match s'est déroulé, en fonction des prestations individuelles. Il y a toujours cet équilibre collectif et l'énergie au sein de l'équipe qui bouge, qui avance. Donc ça a été important de pouvoir déjà intégrer de nouveau ces dernières semaines, d'avoir pu accueillir là aujourd'hui Brandon Baillet, mais aussi d'avoir pu intégrer Diakité du Stade de Reims. C'était pas important juste pour une nouvelle énergie. Et puis c'était aussi, il y a plusieurs garçons qu'on a écartés de l'équipe et parce que le noyau était un peu trop grand. Donc on a un noyau aujourd'hui qui est plus soudé, la mentalité et l'attitude au sein du noyau est plus forte, je dirais, aujourd'hui qu'il y a 2 mois. Et comment vous parvenez à le faire, en fait, justement, à solidifier cette équipe, à la rendre plus soudée? D'abord de fixer des valeurs qui sont non négociables, des valeurs qui sont partagées entre nous. Et ça, c'est des valeurs qui sont partagées sur le terrain d'entraînement, qui sont partagées dans la préparation de chaque match, et puis évidemment qu'on veut retrouver dans chaque match. Ces valeurs-là, c'est la base. Et puis, une fois qu'on a ça, qu'on a ce point de départ, c'est le dialogue quotidien. C'est le dialogue avec chaque joueur individuellement. Et c'était le premier pas d'avoir une discussion individuelle plus ou moins longue avec chaque joueur en arrivant. Et il y a un contact quotidien avec chaque joueur ici, oui, quasi tous les joueurs, tous les jours, je dirais, mais sur une semaine en tout cas, il y a certainement un contact avec chaque joueur individuellement. Et puis par bloc aussi, de créer des relations avec tous les défenseurs ensemble, de créer des relations avec les milieux de terrain, etc., etc. Bon, vous parliez du mercato avec Brandon Baillet qui est arrivé, c'est aussi la magie d'Insiders. On est là vraiment dans les loges d'Eupen avec Brandon, mais qui était juste derrière nous là, il y a quelques instants. Il vient de partir en train de signer, pas le contrat, mais voilà, peut-être l'appartement, etc. Mais ça, c'est la magie aussi. Il y avait la nécessité là, de se renforcer à ce poste-là. Vous l'avez connu, Brandon Baillet, du côté du Je l'ai connu gamin, j'ai connu tout à ses débuts professionnels à Bruges. Et dans mon rôle d'adjoint, là, oui, c'était une chance de pouvoir travailler avec ces jeunes joueurs-là. C'était super riche. Il y en avait plusieurs. Il y avait lui, il y avait Openda, il y avait Thibaut Vliting, il y avait Sibes Krevers aussi, qui est arrivé de Genk, Brandon McCullough. Tous des jeunes joueurs qui sont là à un stade clé de leur carrière. Et non, de pouvoir retrouver Brandon dans l'équipe, on avait besoin de son profil. Il a un profil puissant, d'arracheur de ballons dans le milieu de terrain, donc il va nous faire du bien. Aujourd'hui, quelles sont les forces d'Eupen et les points d'amélioration? Les forces, c'est gai parce qu'à la fois il y a des forces qui sont de par les profils des joueurs. On a de la vitesse, on a de la percussion. On a des joueurs qui individuellement ont vraiment un impact qualitatif sur le jeu. Je pense à Hendry, je pense à Nuhu, je pense à Bitou Mazzala, Charles Cook, Gassama qu'on a vu monter au jeu à Louvain. C'est tous des garçons qui, dans des situations d'un contre un dans les 20-30 derniers mètres, peuvent faire la différence. Donc ça c'est qualitativement c'est quelque chose. Un deuxième nom c'est Preveliac. Parce que pour moi, d'avoir un numéro 9 de ce niveau-là dans le championnat belge, c'est pas un secret que c'est un nom dont on a discuté à Charleroi cet été avec Mehdi Bayat et Pierre-Yves Hendrix, clairement, parce qu'il a des qualités de finisseur. Et là, il est dans une période de disette qui arrive. Tous les attaquants passent par là, donc le fait qu'il ait marqué à OHL, on espère pouvoir retrouver son sens. Ça le relance, quoi. Oui. Vous n'avez pas réussi à le faire venir à Charleroi, du coup c'est Préviac qui vous a amené à Eupen d'une certaine manière. C'est un plaisir en tout cas d'avoir un neuf de ce calibre-là dans l'équipe. Et ce qu'on doit créer maintenant, c'est une force défensive. En arrivant, c'était la défense la plus faible du championnat. Il y avait le plus de buts encaissés ici, sur des contre-attaques, sur des phases arrêtées, sur sur différentes dimensions. Et je veux que d'ici déjà quelques semaines, qu'on soit difficile à battre et qu'on encaisse peu de buts. Ça va mieux, on est déjà plus stable qu'il y a quelques semaines. Donc ça, c'est le plus gros axe de travail, c'est celui-là. Aussi une question par rapport à ce défi Eupen. Vous nous disiez, c'est vrai que ça m'est un petit peu tombé dessus aussi, c'était un joli challenge à pouvoir relever. En quoi l'ADN Eupen est-elle finalement compatible avec l'ADN Edouard Steel? L'ADN fort. Ça, je sais pas, je laisserai aux autres le dire. Pourquoi c'était compatible? Qu'est-ce qui est compatible? Qu'est-ce qui a fait que ça peut matcher?
Ce qui m'a touché, moi, dans les premières discussions, c'était le calme de la direction. Les premiers échanges d'abord avec Christophe Henkel et puis avec Andreas Bleicher, avec Tim Cahill. J'ai senti, parce qu'ils sont dans une situation qui est, je ne vais pas dire critique, mais en tout cas, il y a du stress autour d'une lutte contre la relégation et de cette pression de devoir garder l'équipe en Pro League, c'est stressant. Et j'ai senti une sérénité au sein de la direction, j'ai senti un calme, un réalisme à la fois non, on sait dans quelle situation on est, mais on n'est pas en panique. Et ça m'a touché parce que c'est rare de sentir ce calme-là. Et de se dire non, on est confiant du groupe qu'on a, oui, il faut le modifier, il faut l'améliorer. Mais c'est dans ce climat de calme, de sérénité que je suis convaincu peut venir la meilleure performance sportive en tout cas. Et est-ce que ça convient mieux un club comme Eupen pour Edouard Steele aujourd'hui? On sait que ce n'est que votre deuxième expérience, mais à Charleroi il y a quand même de la pression, il y avait des ambitions aussi qui étaient affichées, le top 8, peut-être même le top 4 si jamais ça passe. La victoire en Coupe de Belgique, on ne la précise plus. Est-ce que venir ici à Eupen, Edouard, c'est se mettre aussi un peu moins de pression? Est-ce que finalement ce n'est pas une meilleure chose aussi pour votre évolution? Il n'y a pas moins de pression. Il y a moins de pression populaire, ça je serais... Pas besoin de faire de huis clos pour les entraînements, par exemple. Par exemple, et non, il faut juste regarder, c'est des faits, l'engouement populaire autour du club est plus petit. Mais moi, je veux de la pression. Au plus il y a de pression, au plus je me sens épanoui, au plus ça veut dire qu'il y a des ambitions, il y a des objectifs qui sont hauts. Donc je veux créer des attentes et de la pression autour de cette équipe d'Eupen. Donc non, je ne suis pas venu ici pour fuir la pression, ça clairement pas. Parce que comme j'ai dit, la pression qu'il y a autour de l'équipe actuellement de maintenir, c'est pas descendre. Exactement. Et ça, c'est une question de vie. C'est ça, comment vous l'appréhendez, vous? Comment vous en parlez avec votre groupe, vos joueurs Un privilège. Okay. C'est un privilège. Toute pression est un privilège parce que ça veut dire qu'il faut performer. Il y a des résultats qui sont attendus. Et donc, moi je préfère être dans une situation où il y a de la pression, où il y a une attente, plutôt que pas de pression du tout. Pas de pression, ça veut dire qu'on joue pour rien. Et jouer pour rien, mais on sait que c'est pas quand on joue pour rien qu'on attend son meilleur niveau. Donc non, cette pression-là est un privilège et à nous de l'utiliser pour pouvoir se surpasser. C'est quoi l'identité Edouard Steele? Gagner avant tout. Et ça, j'ai eu l'occasion de pouvoir le montrer avec le staff à Charleroi l'année passée. Avec une 6e place, c'est des playoffs 2 qui étaient positifs sur pas mal de points. Et ça, c'était cette première étape, cette première page d'un projet qu'on espérait allait durer plus longtemps. Les résultats en début de saison n'étaient clairement pas au niveau qu'on les voulait. Oui. Mais non, là, avant tout, la première fonction, c'est gagner. Et puis deuxièmement, c'est créer un collectif qui permet aux joueurs individuellement de se surpasser. Donc il faut que les deux se servent. Il faut que le collectif serve les joueurs individuellement, mais que les joueurs individuellement se sentent épanouis au sein de l'équipe. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Et ça, pour moi, c'est au centre de comment gagner, c'est ça. Parce que ça soit à Charleroi ou maintenant à Eupen, il faut ce développement individuel des joueurs pour pouvoir aussi vendre ces joueurs. Parce que c'est clairement le modèle de 98% des clubs en Europe, c'est qu'il faut mettre en avant ces joueurs individuellement pour créer une plus-value financière et puis tu sais que tu vas investir moins pour recommencer ce cycle-là. Donc s'il n'y a pas ce développement individuel des joueurs, que ce soit les plus jeunes, mais même les plus âgés, et je pense que là aussi, sur les 12 premiers mois à Charleroi, en tout cas, on a réussi pour une grosse majorité. Il y aura toujours des exceptions. Il y aura toujours quelques joueurs avec qui le contact footballistique ne passe peut-être pas et qu'ils seront peut-être mieux avec un autre coach. Vous dites que vous faites un système de jeu en fonction des joueurs clés, en fait, c'est ça à chaque fois? Toujours. Et oui, j'ai une préférence. Mais mon instinct, si je dois choisir, si on veut parler de système de jeu, il y a 1, 2, 3 systèmes de jeu que je préfère. Un 3-4-3 avec un losange dans l'entrejeu comme le standard joue actuellement, c'est génial. Le 3-5-2 qu'on a joué avec Charleroi très souvent, avec Morioka comme deuxième attaquant, avec Nicholson et Bayos, c'était un plaisir, je me retrouve pleinement là-dedans. Mais un 3-4-3, je suis super à l'aise. C'est vrai que 4-4-2 ou un 4-2-3-1, instinctivement c'est moins, mais on l'a fait ici contre Charleroi, on a fait une très bonne deuxième mi-temps avec ça, donc je suis pas fermé, mais c'est vrai qu'à choisir, j'ai des préférences, ça c'est sûr. Et donc ça veut dire que vous avez été un peu contraint, Edouard, de changer, je ne veux pas dire de vous travestir, c'est peut-être un terme un peu trop fort, mais du côté de Charleroi, quand Nicholson n'est plus là, quand Bayo part, ça vous a évidemment porté préjudice.
Et puis on connaît la problématique du neuf qui n'est toujours pas arrivé. Non, c'est pas un préjudice. Pour moi, c'est signe d'un travail qui est bien fait. Quand Nicholson peut partir pour 8 millions alors que ça fait 2 ans et demi qu'il est là et qu'il n'avait jamais performé jusque-là, pour moi, c'était le plus beau signe de on a fait du bon boulot. Parfait. Bayo arrive. Et puis, c'est bien ciblé le recrutement. Et Bayo a été super bien ciblé par Mehdi. Et c'est grâce à son réseau qu'on a réussi à le rentrer. Ça nous a pris quelques semaines parce que pour simplifier, Nicholson, quand on a le ballon, Nicholson il vient vers le ballon et Bayo il partait dans l'autre sens. Exact. Et donc en un coup, il y a tout le monde qui donnait le ballon. Là, il pensait que Nicholson était. Il se disait, mais non, Bayo il est 20 mètres plus loin, les gars. Et donc ça, il faut changer. Mais il faut le changer pour servir le joueur. Et puis Bayo a explosé là pendant plusieurs mois et puis on voulait un autre attaquant pour pouvoir venir et apporter quelque chose directement en permettant à Ben Boily de se développer à plus long terme. Ça s'est pas mis en place, donc il y a eu énormément de pression directement sur Ben Boily et sur Badji et il nous fallait juste cette période de transition que pour arriver au prochain step. Mais c'est incroyable quand même avec le recul, Edouard, que cette solution ne soit pas arrivée. Qu'est-ce qui a coincé? Objectivement, qu'est-ce qui a coincé? Les défis d'un mercato. Les défis d'un mercato, on n'a pas toujours ce qu'on veut directement, que ce soit les départs, des joueurs, parce qu'il y a toujours un plan à court terme, à moyen terme et puis à plus long terme, il y a toujours un plan. Mais ce plan, il n'est pas toujours respecté à la lettre. C'était pas le plan, par exemple, que Zaroury parte à ce moment-là. Mais à un moment, ça bouge, ça se met bien pour lui, ça se met bien pour le club. Tout le monde est gagnant, mais ok, ça part, mais donc ça rabat les cartes autrement. Et non, il y a eu des profils d'attaquants qui ont été ciblés. Vous vouliez qui à Charleroi? Non, je ne vais pas rentrer dans les noms, mais il y a assez de spéculation et tout ça, je ne vais pas rajouter... Justement, pour faire taire un peu les spéculations, il y a bien un profil qui vous tient à cœur et que vous avez peut-être envie de prendre ici à Eupen. Moi, j'ai toujours dit à Mehdi, j'ai toujours dit à la presse aussi, quel est votre profil préféré? Un bon attaquant. Oui. Un bon attaquant, c'est le profil préféré. Et c'est qui aujourd'hui pour Edouard Steele un bon attaquant? Un attaquant qui marque. Oui. Et qui répond à ces critères aujourd'hui? On l'a eu avec deux profils très différents avec Nicholson et Bayo. Preveliak était un attaquant qui marque, mais prenez tout le championnat, chaque équipe a presque un attaquant de référence, que ce soit Jelevoson ou Gano à Zult, que ce soit Kuiper Sagan, que ce soit Yaremchuk ou Jutkla à Bruges, que ce soit Benito Raman ou Sylvain Anderlecht. Et puis c'est la qualité, je trouve, en tout cas de l'entraîneur, parce qu'on n'est pas tous dans un club comme Manchester City où ils peuvent cibler. Nous, on veut 7 types d'attaquants là, ou Liverpool, c'est un super exemple. Ils veulent un certain type d'attaquant qui a des qualités de contre-pressing, qui a des qualités de profondeur, qui va être à un certain endroit dans le box. Ils peuvent tout cibler et mettre 80 millions sur la table. Nous, voilà ce que non. Tous les autres clubs, quand j'en reviens à cette question des 97 ou 98% des autres clubs, ils doivent être un peu plus flexibles. Et c'est là, je trouve, la qualité du coach, c'est de pouvoir s'adapter. Ok, avec Preveliak, on va jouer différemment qu'avec... je me souviens, j'ai eu la chance avec Ivan de travailler avec Mbokani à Anvers. C'est différent. C'est clairement différent d'animer une attaque avec Mbokani ou avec Jelevoson ou avec Wesley, avec qui j'ai pu travailler. Il était aussi libre à un moment donné, Mbokani, quand vous étiez à Charleroi. Voilà. Non, son profil, ça rentrait pas du tout dans les perspectives, en tout cas à Charleroi. Donc non, il n'y a pas de regret par rapport à ça. Ça s'est mis comme ça et voilà. Parce que beaucoup disent, c'est vrai qu'à Charleroi, Edouard Steele serait encore là si un neuf était arrivé. Et vous êtes d'accord avec ça aussi? J'ai pas d'avis là-dessus. Persuadé que ça aurait été différent. Je vis dans le moment présent. Et ça, c'est peut-être une manière de contourner le problème. Étant anglais, si Saka avait marqué son penalty en finale de l'Euro contre l'Italie, les Anglais auraient un nouveau titre depuis 66. C'est pas le cas. Donc non, l'idée de vivre dans le moment présent, c'est l'idée de s'adapter à ce qui se passe aujourd'hui. Et les choses se sont mises comme ça. C'était à moi et au staff là-bas de trouver les meilleures solutions à ce moment qu'on n'a pas su faire. Est-ce que j'aurais voulu plus de temps? Oui, évidemment. Est-ce que ça s'est pas mis comme ça? Non. Ok, on apprend, on tire les leçons de ça et je me sens beaucoup plus riche de cette expérience-là. Il y a des choses que je ferai différemment par la suite, c'est tout. Vous parlez beaucoup d'adaptation. Vous arrivez à vous adapter? On dit souvent de vous que potentiellement vous êtes un peu rigide parfois ou peut-être trop, selon certains, dans les chiffres. Est-ce que vous arrivez à vous adapter? Instinctivement, je dirais oui. Mais c'est vrai que
Oui, cette question de rigidité, bon, on en a souvent rigolé avec mes frères ou avec ma compagne maintenant. Et donc avec le temps aussi, on apprend à lâcher prise un petit peu sur différentes choses, à être un peu plus relax là où... Un peu plus libéré. Ouais, peut-être, je sais pas quel est le meilleur mot pour mettre dessus, mais on apprend avec le temps en tout cas, et à force de différentes expériences, de qu'est-ce qui compte vraiment. Et je sais en tout cas que je me suis rendu compte que j'ai une certaine intensité, que je suis pas toujours très facile à vivre pour tout le monde, que ce soit staff, joueur et tout, et parfois juste de souffler et de pas réagir directement pour vouloir plus toujours. Ça... Et comment vous en êtes rendu compte? Ben là aussi, à force d'expérience et essayer de se remettre toujours en question. Et on voit aussi la réaction des gens, d'être sensible à la réaction des gens et de voir que... de vouloir tirer le meilleur des gens. Et on disait avant, mais la fonction qu'on a d'entraîneur, c'est à nous de créer l'environnement de travail pour chacun. Donc dans ma fonction, c'est moi qui crée l'environnement de travail pour le staff, pour les joueurs, pour le staff médical. Et donc de créer le meilleur contexte pour que chacun puisse s'épanouir. Et quand on voit qu'il y a certaines personnes qui ne s'épanouissent pas, qui ne peuvent pas exprimer leur talent, que ce soit un kiné ou un joueur ou un entraîneur de gardien, ben, il faut alors s'adapter. C'est à moi de m'adapter et de changer un petit peu les paramètres ou les frontières ou les responsabilités ou autres pour que ça puisse arriver. Il y a eu quelques divisions à un moment donné avec le staff du côté de Charleroi. Vous avez senti à un moment donné que votre position, elle était plus vraiment tenable, elle aurait pu tenir, mais qu'elle était peut-être plus comme elle l'avait été au début? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que j'aime bien le débat, j'aime bien l'échange d'avis, d'observations. Et ça, il y en a toujours eu beaucoup, et même avec les joueurs. Parce que c'est aussi, je sais que j'ai jamais été joueur, j'assume de ne jamais avoir été joueur. Donc j'ai pas le ressenti qu'ont les joueurs. Mon ressenti, mon vécu d'un entraînement, d'un match, d'une situation est complètement différente. Et donc d'aller toujours à l'échange et de débattre et de questionner. Donc non, moi, et même à la fin avec les joueurs, tout était, je sentais encore pleinement un soutien. Preuve que mais directement après la nouvelle d'être contacté par chaque joueur du noyau, ça dit quand même quelque chose, même ceux avec peut-être qu'on n'avait pas la même vision du foot par exemple. Mais on aimerait bien peut-être revenir sur une des citations. On a eu l'occasion de rencontrer Séverine Felice Mazou la semaine dernière. Qu'a-t-il déclaré? Je vais te laisser... Il avait dit justement que la première chose qu'il devait faire à Charleroi, c'était de solidifier le groupe. Donc est-ce que c'était... Dans quel état était le groupe quand vous êtes parti? On était dans un moment difficile. Et comme toute chose, tout système humain ou autre, un système qui est mis sous pression, il y a des fissures qui peuvent apparaître. Et donc non, je comprends tout à fait ce qu'il dit quand il dit ça. Et il y a aussi un moment, parce que son arrivée se fait un mois après mon départ, donc il y a beaucoup de choses qui se passent entre mon départ et son arrivée. Et le fait de travailler dans une période intérimaire, c'est pas facile. Et les joueurs vont tester des limites et tout ça, donc les choses bougent pendant ce temps-là. Donc non, clairement, et ça c'est pareil à chaque changement, que ça soit un changement parce qu'un coach part pour quelque chose de mieux ou parce qu'il part suite à un licenciement, le noyau va bouger et va tester les limites et il va y avoir des fissures, des différences qui apparaissent. Vous dites que vous avez toujours eu le soutien des joueurs, ça on n'en démord pas, on vous fait évidemment confiance, vous étiez le mieux placé pour cela, mais il nous est quand même revenu, en discutant un petit peu, en se renseignant aussi, que certains avaient du mal sur la fin à suivre vos idées. Ça, vous en aviez conscience ou pas? Évidemment. Et comme conscience que sur 20 à 24 joueurs, on ne va pas avoir l'engagement plein et entier de tous. Il y aura toujours certains ou des joueurs qui à certains moments vont être pleinement engagés parce qu'ils sentent qu'ils sont proches, et puis d'autres qui trouvent un peu moins leur place ou parce qu'ils jouent moins, et donc en un coup on s'identifie un petit peu moins. Donc là aussi c'est un milieu de sport de haut niveau où on a 2 joueurs pour chaque position et tout le monde ne peut pas jouer. Et donc, je peux le comprendre, et je peux comprendre aussi, comme j'ai dit, mon intensité au quotidien, de vouloir toujours plus, et de jamais me dire on est bien, d'être satisfait, parce que je pense que dès qu'on est satisfait, ça veut dire qu'on se contente de ce qui est passé. Vous ne profitiez pas après une victoire? Si, profiter, si, à fond. Il faut fêter chaque victoire se fête. Mais une fois que la victoire est passée,
je peux en parler le lendemain matin, c'est fait. Il faut que ça soit décortiqué. Ça fait 2 heures. 2 heures, je sais pas. Non, mais le temps que ça passe. Mais c'est vrai, l'esprit change très vite. Et ça aussi, c'est dicté par les expériences précédentes. Et justement, est-ce que cette expérience vous a fait évoluer en tant que coach, un petit peu changer certaines choses, certaines approches? À 100%, clairement. Plein. Le dialogue individuel avec les joueurs, qui au début était rare, et qui aujourd'hui est, comme je dis au début ici, quotidien. Donc ça c'est clairement une chose aussi. La gestion du staff, parce que j'ai travaillé pendant 5 ans presque avec Ivan Leko, qui me faisait une confiance absolue, et j'avais d'énormes responsabilités avec, et on faisait beaucoup à 2 et puis à 3 avec Rudy, mais d'une certaine façon. Et puis de moi me trouver dans la position de devoir gérer les responsabilités de chacun dans un staff, mais ça clairement aujourd'hui c'est complètement différent qu'il y a un an et demi à Charleroi. Donc je dirais toutes les dimensions, j'ai pu progresser, j'ai pu avancer, me remettre en question et changer un petit peu les choses au fur et à mesure. Donc on ne peut plus dire que vous êtes un homme de chiffres un peu trop parfois rigide, là c'est trop réducteur, ça a évolué. Réducteur, oui, mais clairement, cette idée de chiffres, je la comprends aussi. Mon profil vient un petit peu comme une... Ouais, c'est différent par rapport à tous les autres profils. Donc évidemment, ça va faire parler et on va tous avoir une étiquette. C'est ça. Et vous pensez différemment en fait des autres, quoi. Tout à fait. Et ça c'est dans toutes les fonctions publiques. On veut en parler, donc ça va être médiatisé et donc il faut mettre une étiquette dessus. Et quelle étiquette? L'ancien joueur, le leader, le people manager. On a un jeune là, il a jamais joué et en plus il a un diplôme et il sait compter. Donc non, évidemment. C'est parfait. Donc non, pas de problème. Ceux qui travaillent avec moi savent que oui, ça a une forme d'importance, évidemment. Mais qui n'est pas si grande que ça au final. Et donc si on résume la situation, au début on avait Edouard Steele qui on rappelle encore une fois que c'est votre 2e expérience seulement comme T1. Comme T1, oui. Au début on avait quoi? Un Edouard Steele qui était presque 100% data, avec le côté humain. Non, pas data. Moins attention. Pas data. Non, data. Ça n'a jamais été le cas. Non, tactique oui. Tactique oui. Data, tactique. Donc pas de data. Si, un petit peu, mais un tout petit peu. Mais si on veut quantifier ça, et on peut prendre le temps. Oui. Nous on a le temps. Les chiffres, si on veut en dessiner un modèle, parce qu'il y a un modèle de gestion, que ce soit de la gestion humaine, tout, les chiffres, c'est 15 à 20% du travail qui est fait. Ça oui, pour quantifier la charge physique, ça j'y crois vraiment de pouvoir mettre des numéros dessus, parce qu'on a un ressenti et on a besoin que notre ressenti soit confirmé ou infirmé par quelque chose. Voilà, on travaille dans le vide. Un petit peu, ça marche. Ouais. Mais dans l'idée de vouloir être durable et de quitter un club et de laisser les clubs derrière qui soient plus forts que lorsque j'arrive, il faut être durable et donc il faut à un moment quantifier les choses. Et on l'a dit avec Mehdi dès le début, l'idée de réduire le hasard. Mais les chiffres sont là pour nous aider à réduire le hasard. Ou alors on travaille vraiment à l'instinct et le hasard alors occupe une place beaucoup plus grande. Donc non, les chiffres, ça occupe 15 à 20%. Mais ce qui a dominé, je dirais, sur toute la période à Charleroi, un petit peu, je dirais, ça descendait progressivement avec le temps. Mais ce qui a dominé, là, c'est la tactique. C'est clairement, c'est l'animation de jeu, les espaces, la position du corps qui me passionne. Oui, vous avez un vrai jeu de position. Ah oui, j'adore. Et vous arrivez à la transmettre ici, à Eupen ? Petit à petit, la formation des joueurs est différente, leur compréhension du jeu est différente, les profils sont différents aussi, donc c'est à moi aussi à m'adapter. Mais petit à petit, ça prend du temps, mais on va arriver à ce que, parce que ça doit nous servir aussi, c'est pas juste un jeu de position. Pour un jeu de position, je reviens à la base, il faut gagner. Je veux gagner et je pense qu'un jeu de position, c'est là où je touche la table, je vois que tout qui bouge, je vais essayer de faire tomber. Mais le jeu de position doit servir à la victoire tout en maximisant le potentiel de chaque joueur, donc c'est là pour nous aider. Quelle est votre source d'inspiration ? Tiens, il y a un modèle ? Non, la première, la plus grande, c'était ce qu'on a partagé, créé avec Ivan pendant 5 ans. Oui. Parce qu'on a quasi vécu ensemble. En Chine, on a vécu ensemble. Et donc, on regardait match après match après match et d'échanger, de débattre. Donc, votre modèle comme coach,
c'est Ivan Leko, c'est pas un Pep Guardiola. C'est la première, non. Et puis tout le reste. J'ai passé des heures aussi avant de travailler, que ce soit mon boulot temps plein, de faire des portfolios de plein de coachs. De Brendan Rodgers, je me souviens sa période à Liverpool où il a été top. Il réussissait à être flexible entre un 4-4 de losange et un 3-4-3. C'était génial dans des positions improbables. Et il y a eu ça, il y a eu l'arrivée de Tuchel où je passais beaucoup de temps à regarder le Chelsea de Tuchel qui était top. Il a réussi à arriver et à retourner une équipe qui était à la ramasse en championnat anglais, à gagner la Ligue des Champions avec eux quelques mois plus tard, avec la meilleure défense d'Europe, alors qu'ils ont encaissé but sur but avant son arrivée. Donc de voir ça, de voir quel est son modèle de défense, de comment il a réussi à mettre cette défense-là en place. Et non, on regarde... défense dont vous avez besoin ici. Ça. Je prendrais bien Thiago Silva, défense centrale. Non, et je pense que l'inspiration, elle est continue de voir les autres matchs qui sont joués, de voir comment les équipes gagnent, de voir qu'on est passé par une dominante de défense à 5 ou à 3 qui gagnait, qui dominait les compétitions européennes, et maintenant on est en train de retendre vers une domination des défenses à 4. De voir aussi l'évolution qu'occupent les transitions dans le jeu. Il y a 5 ans, il n'y a personne qui parlait de transition, ou très peu. On parlait des transitions un peu plus longtemps qu'il y a 5 ans, mais on parlait des transitions de type Mourinho, qui étaient des contre-attaques qui sont complètement différentes des contre-attaques allemandes d'aujourd'hui. C'est l'un des points clés de votre jeu aussi, hein, Edouard. Qui le devient aujourd'hui de plus en plus. Ouais. Et qu'il était moins à Charleroi, mais qu'on s'est rendu compte, et ça c'était vraiment un travail de fond qu'on a fait avec Nico, de creuser et d'analyser ces transitions pour comprendre pourquoi c'était une faiblesse à Charleroi, pourquoi on encaissait trop de contre-attaques. Le fait d'avoir 65% de moyenne avec Charleroi cette saison en possession, ça rajoute un défi. Ça veut dire qu'ils n'ont que 35%, donc ça veut dire qu'ils ont 65% de temps pour créer des contre-attaques face à notre possession. Donc non, plein de choses. Mais pour revenir à l'inspiration, elle est continue. Ce week-end d'avoir pu regarder plusieurs matchs et de voir ce qui a été fait. Vous allez sur place aussi pour regarder. Oui, quand il y a le temps. Quand il y a le temps, là, j'étais en Angleterre samedi pour voir un match et quelle chance. Et puis de rentrer hier et de voir Arsenal, Manchester United, de voir Charleroi. Quel plaisir de voir Charleroi hier à Bruges, comment ils ont pu mettre Bruges en difficulté. Ça a été la transition Arsenal-Man U avec Charleroi. Ouais. La première mi-temps de Charleroi-Bruges était intéressante. Oui, que j'ai revu. Je l'ai parcouru ce matin la première mi-temps. Donc Charleroi, vous les regardez encore avec plaisir. Oui, parce que c'est gai de pouvoir voir, tiens, il y a peut-être une ou l'autre influence qui est restée, de voir le jeu de position de certains joueurs qui commencent à comprendre les espaces. Et ça reste vous en avez vu hier? Peut-être. Il y a encore la touche style. Ça, j'oserais pas dire, mais en tout cas, de voir les réflexes de certains joueurs, c'est gai à voir. Et évidemment, ce qui m'intéresse là, c'est de voir comment Felice a repris l'équipe et comment lui va la rendre meilleure. Parce que je serais je ne vais pas être grossier, mais je serais bête de maintenant regarder cette équipe en ayant une frustration. Oui, évidemment, c'est touchant, ça touche les émotions, mais je le vois plutôt, c'est génial. Qu'est-ce que lui va faire avec cette équipe-là? Parce que moi, je peux peut-être apprendre de ce que lui est en train de faire avec cette équipe, de me dire la prochaine fois qu'il y a un petit moment difficile, tiens, qu'est-ce que je peux faire à cette équipe qui n'est pas instinctif? Et de voir maintenant Felice en train de remodeler ça, c'est super riche. Et la même chose avec Karel Gerrard, par exemple. Parce qu'il y a une évolution. On voit encore l'équipe de Mathieu, mais c'est plus la même. Ouais. Et tout le monde est d'accord, elle est plus forte maintenant, elle est plus complète. Et comment il a fait, Karel? Et c'est gai parce qu'il est en licence pro avec moi, donc de l'écouter et de voir comment il fait ça, c'est génial. Donc, et on en revient à cette inspiration. Je pense qu'on doit être challengé partout, tout le temps, pour continuer à essayer de progresser. Chez Felice Mazou, s'il y a une chose que vous avez envie de prendre, une chose peut-être que quand vous avez commencé comme entraîneur, vous n'aviez pas, mais qu'aujourd'hui vous vous dites, ouais, ça, Felice, il le fait bien, et j'ai envie de le prendre avec moi comme bagage, ce serait quoi? Il touche les gens, Felice. Et c'est génial. On voit, il les touche. Il réussit à transcender les émotions des gens individuellement et collectivement. Et surtout de ceux qui ne jouent pas aussi, Edouard. On en parlait tout à l'heure. De ne pas laisser une partie de ce groupe peut-être en dehors. Et on sait que c'est souvent ceux qui ne jouent pas qui peuvent aussi vous casser l'ambiance d'un vestiaire. Ou faire la différence des deux côtés. Ou faire la différence. Oui, ça dépend si on le voit positivement ou négativement en tout cas. Mais non, ouais, c'est sûr. Le côté touchant de Felice. C'est bien connu, c'est un meneur d'hommes. Ouais. Et il a une sensibilité humaine qui lui permet de vraiment faire vivre un vestiaire en tout cas.
Vous avez beaucoup parlé d'Ivan Leko depuis le début, vous l'avez cité 4-5 fois. À quel point il vous a influencé, vraiment jusqu'où? Imaginez travailler avec une personne pendant 5 ans, d'évoluer avec cette personne-là, de commencer. Je me souviens, donc j'ai fait une saison à Saint-Tron comme analyse vidéo et traducteur pour Chris O'Loughlin, qui est aujourd'hui le directeur technique à Union. Lui est parti fin de saison, Ivan arrive et tu sais pas quoi penser. Donc je suis arrivé, je me souviens tous mes documents, voilà coach, voilà ce que je sais faire. Il a dit laisse tout ça de côté, oublie tout ça, parle-moi de foot, qui es-tu et pourquoi tu fais ce métier. Et puis 6 mois plus tard, on était avant-dernier du championnat, mois de décembre, on est avant-dernier du championnat, on a encaissé des buts à gauche, à droite, partout. Et on a joué un match de fond de classement contre Moucron et Duchâtelet était venu, il a dit quoi qu'il arrive vous n'êtes pas virés, vous terminez tous la saison, donc ne vous inquiétez pas. Et je me souviens de ce moment-là, quel leadership c'était de Duchâtelet, qui est souvent critiqué, mais j'ai pu voir comment il gère des hommes. Et 6 mois plus tard, tu te retrouves à rentrer dans le vestiaire de Bruges avec la même personne avec qui tu as déjà galéré à Saint-Tron et avec qui on a su ressortir la tête pour arriver dans les Play-Off 2 cette saison-là et faire un beau parcours en Play-Off 2. Et puis de se faire éliminer de la Coupe d'Europe, des qualifications de la Coupe d'Europe à Bruges, et on sait le stress que ça crée là-bas. Et puis de gagner des titres, le championnat, aller loin en Coupe. Il y a eu toutes les affaires personnelles avec lui, donc ça crée un lien qui est fort, de perdre, de gagner ensemble sous pression. Et puis il est parti, moi j'ai fait d'autres expériences pendant une année, mais de retravailler ensemble à Anvers, d'aller à l'autre bout du monde avec la même personne, ça crée un lien, c'est inévitable. Et on se parle encore régulièrement aujourd'hui. Il a gagné hier son premier match avec Hajduk Split, donc je suis très content de voir ça. Et quel regard il porte sur votre carrière de T1, le début de la carrière? Au début c'était dur, et on en a discuté aussi parce que c'était dur aussi pour moi de le quitter alors qu'on n'avait pas fini le travail qu'on avait à faire ensemble. Mais j'espère qu'il puisse regarder en tout cas les matchs et de se dire tiens, il est pas si mauvais le petit. Ça va être difficile de vous retrouver ensemble dans le même staff désormais. Moment présent. La philosophie. Comment non, pas la philosophie, mais juste pas s'emballer. C'est aussi, on en parle souvent avec Will, mais de pas se prendre la tête, pas faire semblant qu'on est quelqu'un d'autre. Et ça va tellement vite. Il y a 8 mois, de se dire il y a 8 mois ou 9 mois qu'on serait ici autour de la table à Eupen, vous l'aurez pas cru, je l'aurais pas cru. Ouais. Et dans ce scénario-là, avec Felice qui retourne à Charleroi, qui en passant par Anderlecht, si on s'était tous dit ça, de savoir qu'il y a déjà un nouveau coach à Bruges, etc. Non, c'est fou. C'est fou. Donc, de voir où Anderlecht est dans le classement actuel, c'est impossible à prédire. Donc, qui sait où on sera dans 6 mois. Clairement, moi j'ai envie de gagner vendredi contre le Standard et puis de faire une série avec Eupen et de terminer la saison en boulet de canon. Et puis, qui sait ce qui va arriver après ça. Et pourquoi pas? Il y a eu pas mal de choses qui se sont dites aussi, Edouard, depuis votre départ du Sporting de Charleroi. Et je sais, et vous êtes comme ça, que vous prenez quand même les choses à cœur, que vous lisez aussi les critiques qui sortent un petit peu à gauche, à droite, et parfois des infos qui ne sont pas tout à fait justes. On m'avait dit tout à l'heure, je suis quand même un peu énervé parfois de certaines choses qui sortent. Laquelle vous énerve le plus d'infos qui sort et qui serait erronée? Je ne veux pas rentrer dedans, c'est pas nécessaire. Ben, c'est peut-être le moment de rétablir au moins une vérité. Non, c'est juste une leçon de voir, d'observer. Très bien. De se dire, tiens, il y a des choses qui sortent, qui sont peut-être pas à 100% factuelles, en tout cas. Très bien. Et quelle leçon alors vous en tirez? De pas trop s'emballer quand les choses vont bien et de pas trop dramatiser quand les choses vont moins bien. C'est la louange, le compliment. Le compliment est facile, ouais. Et la critique est encore plus facile après. Donc juste se dire est-ce que on est fidèle à soi-même, est-ce qu'on travaille avec passion et en allant au bout des choses, vraiment en se disant ouais, là aujourd'hui, de se dire est-ce qu'on a maximisé ce qu'on pouvait faire avec l'entraînement, et ainsi de suite. Et puis si c'est le cas, si on peut travailler avec passion en étant juste à soi-même et on est juste avec tous les autres, alors... C'est la première fois que Mehdi Bayat se sépare d'un entraîneur en plein milieu de la saison. Quelles étaient vos relations avec lui? Comment ça s'est passé? Top. À la fin? Ouais. Top, on avait une super relation qui a évolué avec le temps, évidemment. Le risque qu'il a pris, je serai toujours reconnaissant pour le risque qu'il a pris. Il est complètement fou en soi. D'aller prendre quelqu'un qui n'avait jamais été coach, qui était en Chine, qui
oui, j'avais un projet, une vision qui était super claire pour Charleroi, et j'ai pu le toucher avec cette vision-là, et j'ai pu le toucher, je pense, avec ma passion pour le jeu et ma passion pour l'humain. Et puis, au final, les derniers mois ne se sont pas passés comme on le voulait, mais je garderai pour toujours cette gratitude, en tout cas, pour d'avoir pu avoir cette responsabilité de mener le club sportivement. J'ai pu sentir la passion des gens là, à Charleroi qui m'a touché, parce que la passion qu'eux ils ont pour leur club, j'ai la même pour mon club dont je suis supporter, donc ça c'était touchant, et de savoir que c'est Mehdi qui m'a donné cette responsabilité là, et il m'a soutenu à 200%. Oui, on a eu des différences de point de vue évidemment, parce qu'on est très différents tous les deux, hein, très très différents, on a la même ambition, on a la même passion, mais on est différents. Et donc non, on avait une super relation, on se parlait énormément, on échangeait beaucoup. Et puis à un moment, il a pris une décision que je respecte. Ça, on sait aussi que un coach, à un moment, il va être licencié. Et j'ai reçu beaucoup de messages en disant bravo, t'as enfin un coach. Et c'est vrai, je pense que honnêtement, c'est juste une belle manière. Et moi, de voir les choses. je me suis dit, ouais, c'est vrai. Donc, et puis là, la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends le temps, je peux voyager, je peux aller rencontrer les coachs. J'avais prévu d'aller visiter Vincent en compagnie à Burnley, d'aller à Leeds, de faire un peu le tour, de s'ouvrir un peu l'esprit, de changer mon énergie. Et puis il y a eu différents contacts avec des clubs où ça m'a pas touché, j'ai pas été convaincu, différents clubs. Et puis le coup de fil de Penn, et j'ai vu les profils de Penn, où je me suis dit tiens, ouais, travailler avec Hendry, avec Preveliak, avec Steph Peters, avec des jeunes aussi, Gary Manier et Boris Lambert qui sont très jeunes. Vous schéma dans la tête directement. Oui, évidemment, non, ça se met. Je me dis, mais tiens, il y a du potentiel. Il y a un truc à faire. Du potentiel, il y a du travail, parce que clairement, il y a du stress, c'est critique. Et aussi de me dire, mais le parcours que j'ai eu, j'ai pas encore eu cette vraie pression c'est presque gagner pour pas perdre. Parce qu'on sait que si le résultat n'est pas positif, ça a des conséquences de relégation peut-être. Alors que ça soit à Bruges, à Anvers, en Chine, même à Charleroi, on gagnait toujours pour avancer, pour être vers le haut, pour essayer de gagner quelque chose. Là, on gagne plus vers le bas. Et maintenant, c'est plus vers le bas. Et j'ai envie de mener le club vers le plus haut possible, mais j'ai envie aussi d'apprendre de cette expérience ici. C'est une autre pression complètement. C'est une pression qui est plus paralysante, je dirais. Okay. Je sens qu'en arrivant ici, de sentir le stress qu'il y avait dans le groupe en tout cas, et qui était complètement différente quand je suis arrivé à Charleroi. Il y avait pas cette même... Ils sont un peu dans l'urgence. Une anxiété. Oui, c'est ça. Oui, en fait. tout à fait. De comment, parce que c'est source, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie, mais que c'est une énergie qui est nerveuse, négative. Et donc comment transformer cette énergie en quelque chose qui est constructif et positif. Et là, vous êtes sur le bon chemin. Ça que vous êtes en train de on verra dans 3 mois. Allez, le moment présent. Je voulais aussi vérifier une info que j'avais reçue. Du côté de Charleroi, Edouard Steele, vrai ou faux, vous choisissiez jusqu'à la playlist de musique diffusée dans le stade pour motiver aussi les joueurs? Non. Quand je coupais la musique, on a eu des chouettes échanges avec Marco. Où il voulait la musique dans le vestiaire. Je dis, mais Marco, imagine la musique que toi tu vas écouter, c'est la même que celle de Jules ou celle de Chamard ou quoi. Et donc on a eu un chouette débat, et au final, c'est moi le coach, je lui ai dit, écoute, non Marco, on va pas mettre de musique dans le vestiaire, là chacun se prépare à son match. Et ici je fais différent. Ici c'est les joueurs, ok, mettez la musique. Et puis là aussi de sentir, tiens, qu'est-ce qui marche pas. Ce qui marche pour un vestiaire va pas marcher pour un autre. Mais la playlist, c'était le staff, c'était Nico, Cédric Berthelin, Fred Renaud qui s'amusaient à créer cette playlist avec les joueurs qui venaient dire tiens, tu peux mettre cette chanson-là aussi. Donc c'était un travail collectif, collégial qui était gai. Et avec le recul, la musique de Marco finalement dans le vestiaire, vous la laissez, vous dansez dessus ou vous refaites pareil? Je me suis pas posé la question parce que ça a été fait, mais ici en tout cas je la laisse pour voir un petit peu comment les joueurs réagissent à ça. Avec Ivan par exemple, c'était une des choses que Ivan, il n'y avait pas de musique, et j'ai fait confiance à l'instinct d'Ivan qui était joueur. Il lui disait moi je voulais pas écouter la musique des autres dans le groupe quoi. Donc non, chacun son truc, et puis voilà, donc on en revient, il n'y a pas une recette ou une formule qui est magique là-dessus. Il y a le feeling. Il y a le feeling, il y a le moment de voir, et de sentir les gars dans le groupe, de prendre un peu l'avis du staff aussi, qu'est-ce qu'on pense. Et voilà, c'est une décision, et c'est un peu la particularité qu'on a, on prend 50 décisions tous les jours.
Donc ça, c'était une parmi elles. Donc lorsqu'on parle d'usure mentale du côté de Charleroi, c'était faux? Je sais pas, ça... Non, il y a certains que j'ai usé, ça c'est sûr. Vous pensez à quoi? Non, je sais pas moi. Qui est-ce que j'aurais usé là-bas? Ça vous est venu direct. Il y a bien quelqu'un. Ça vous est venu direct là. Ouais, qui est le joueur de Charleroi que vous avez usé le plus? Le visage est illuminé, hein, Edouard Steele, donc c'est qu'il y a quelqu'un en tête. C'est-à-dire c'est Andriou, il était tellement jeune qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus. Adem, Marco, évidemment, Marco, on a voulu faire évoluer sa position, tout ça, donc j'étais très exigeant avec les mais on en revient à ce jeu de position en tout cas, le poids de certains joueurs aussi, parce que je trouve que pour être athlète de haut niveau ici, il faut être pas juste bien, il faut être au top de sa forme physique, et tout le monde est réceptif. Justement, pas tout le monde. Et c'est ça qu'avec le temps de sentir un petit peu, tiens, mais est-ce que de lâcher un peu de prise et avec qui pousser un peu plus, parce que certains se sont transcendés grâce à ça. Donc, on a beaucoup entendu le terme robot du côté de Charleroi, donc ceux qui ne sont pas réceptifs se transforment d'une certaine manière en robots. Ça peut, et c'est ça aussi que je sais que le danger tactique, en tout cas, de trop de consignes à un moment peuvent bloquer un joueur. Parce qu'il reçoit le ballon et il réfléchit. Attends, qu'est-ce que le coach m'a dit encore? Il m'a dit, il vient là, lui il va décrocher. Je dois faire attention parce que j'ai un pressing négatif et puis on perd un petit peu l'instinct. Alors que je le vois, la façon positive dont je le vois, c'est voici toutes les informations, fais confiance à ton instinct de prendre la bonne décision dans ce moment-là. Parce que tu sais, ferme les yeux, tu sais toutes les solutions. Et c'est ça qu'avec le temps, certains joueurs juste un peu plus de liberté, d'autres un peu moins. Parce que d'autres, il y a certains joueurs qui vraiment se transforment grâce à un jeu comme celui-là. Donc non, ça va continuer à évoluer avec le temps. Et jusqu'à... Vous avez 32 ans, vous êtes en plein apprentissage. Je pense qu'on est toujours en apprentissage. Hein. Mais non, j'ai pas de regrets en tout cas par rapport à comment j'ai été, comment j'ai géré les choses, parce que c'était toujours en étant super correct, en étant super... ouais, mais voilà. Si l'idée en tout cas, c'est jamais de bloquer ou qu'un joueur se sente dans une contrainte. C'est les informations, un jeu collectif pour transcender l'équipe et l'individu. Et quel est le joueur que vous avez eu à Charleroi, qui était peut-être le joueur avec le plus d'instinct, mais qui a capté de manière positive les données que vous lui apportez? Là, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Parce que l'évolution de Nkuba, par exemple... J'allais dire Ken Nkuba, qui était vu comme ailier gauche, j'ai juste instinctivement vu, il a une position du corps défensif qui est top, il comprend les espaces, il comprend les mouvements, il a un timing dans le jeu qui est génial. Lui, Anas Zarouri, c'est un plaisir de travailler avec Anas. Parce qu'il y avait j'adorais avec Anas sa franchise. Ouais, mais coach, pourquoi? Non, mais coach, je comprends pas pourquoi. Et ça challenge aussi. Oui, même vous, exactement. Ah, exactement. Discutons. Et donc on discutait. Mais il y en a plein, et c'était super intéressant avec Ali Golizadeh, toute une période où ça a fonctionné super bien. Il était en feu de septembre à janvier, février de l'année passée. Et puis, il y a un truc, je sais toujours pas mettre un doigt dessus. Le départ de Chamar a joué là-dessus, c'est sûr. Mais lui, on a un moment perdu dans ce flow collectif. Jules Van Klemput qui a été transcendé, Jackson Tchatchoua qui a été très bon, et Joris aussi, de travailler avec Joris KMB, de le faire jouer à différentes positions, à gauche, à droite, défenseur central. Ça, vous confirmez que c'était un bon choix? C'était pour ce moment-là, on n'avait personne d'autre. Et il reste meilleur où quand il joue dépend des profils autour de lui. Parce qu'il sait, Joris sait tout faire, il a un talent foot qui est génial. On a parlé souvent de De Ketelaar, ou c'est quoi la meilleure position de Charles De Ketelaar? Faut lui demander. Oui, c'est ça. Non, et dans quel système, avec quel joueur? Parce que vous mettez Lukaku numéro 9, vous mettez Openda, c'est complètement différent. Et donc où est ta meilleure position en fonction de ça? Et donc c'est super. Ça doit être, je pense, très flexible. Donc oui, clairement, il a une meilleure position. Mais tout est tellement conditionné par les autres, et comment on veut jouer. On veut le ballon, on veut pas le ballon. Est-ce qu'on veut plus haut, plus bas, etc. Mais là aussi, avec Joris, c'était génial parce qu'il avait toujours cette première réflexe de OK, pourquoi pas, coach? Puis au début, il était là, coach, sûr, là. Je dis non, je suis pas sûr, mais on va essayer, personne d'autre. Donc qu'est-ce qu'on essaye? On peut mettre Jackson là. On met Jackson là et Ken à côté, mais on a deux dynamites sur le flanc. Et toi, tu peux apporter plus de danger dans l'axe que sur le côté. Et donc, c'était super riche dans ce sens-là.
Et donc, comme je dis, aucun regret, énormément de plaisir et au final, beaucoup de leçons, tiens. Et il y en aura encore plein qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la fin de la victoires. saison? Gagner en commençant ici au Standard et de sentir une équipe de Penn qui est forte, où les équipes la respectent vraiment en se disant que ça va pas être facile là. Et que les joueurs dont on parlait au début, que ce soit Ignace Hendry, Charles Cook, Nuhu, on a vraiment un groupe de joueurs là, de 5 Suisses qui puissent être décisifs. Et que si eux ils sont décisifs, ça va permettre à Prevelac de marquer ses buts et ça va permettre à nos défenseurs centraux de jouer avec plus de sérénité derrière, et les deux sont super fort liés. Et c'était un des apprentissages des 4 premiers matchs, c'est que on a raté quelques occasions dans le rectangle offensif. Je pense au match contre Charleroi où Steph Peters a une occasion ici en deuxième mi-temps, en face à face avec Hervé qui sort un arrêt incroyable. Mais c'est 2-0 à ce moment-là du match. Tout est différent dans les dernières semaines. Et de voir que ce raté-là, la crispation que ça a créé pour la plus suite. Loin dans le match, c'est fou. Donc chaque rectangle, le rectangle défensif crée une sérénité pour le rectangle offensif, et le rectangle offensif crée une sérénité. Donc c'est un cercle vertueux qui peut devenir vicieux aussi. Et on veut essayer là, le plus vite possible, de créer, de trouver cette sérénité, cette confiance dans les deux rectangles. Parce qu'entre les deux rectangles, on est de mieux en mieux, on est de plus en plus fort. Donc, j'ai encore répondu à votre question là, en 3 minutes, mais en gros des victoires. Des victoires. Des victoires. On va peut-être un peu... T'as encore une question, Jérémy? Non, mais on pourrait si on a encore 3 heures de podcast, on y va, on lance une thématique, on est parti. On va fermer le stade, Edouard. On n'a même pas encore mangé, ni rien. Donc... En tout cas, c'était très intéressant, Edouard Steele, vraiment. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. C'est un plaisir, merci. Merci pour l'intérêt porté. Merci à vous, de nous avoir partagé autant de choses, vraiment, soit tactique, humain, etc. C'est une belle vue d'ensemble, en tout cas. Et merci pour le partage de la philosophie. Je repartirai d'ici en me disant profite du moment présent. La route est longue pour rentrer. Vous avez le temps de réfléchir, c'est leur tour. Vous avez le temps de réfléchir, c'est leur tour. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Jérémy. Avec plaisir. Merci Edouard, merci Séverine. On se voit très vite. La semaine prochaine avec un nouvel épisode. On revient, bah oui. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Tout à fait. Voilà. Merci à vous.